Tout est politique. Rebonjour, deuxième partie de notre émission. Michèle Alliot-Marie est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez une grande expérience gouvernementale puisque vous avez été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères. Vous connaissez donc la politique et le pouvoir. On parlait avec Christian Mallard lors de la première partie de l'émission du retour de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, président de la République en 2017, est-ce que c'est selon vous un scénario crédible ? C'est un scénario qui ne se pose pas aujourd'hui. Et c'est une question qui ne doit pas se poser aujourd'hui. Moi, je vais vous dire très clairement ce que je pense. Aujourd'hui, les Français ont énormément de problèmes. Ils ne croient plus à personne, ni la droite ni la gauche. Ils rejettent l'ensemble des hommes et des femmes politiques parce qu'ils considèrent qu'ils sont coupés d'eux. Les Français considèrent que leur problème, savoir s'ils vont avoir assez d'argent pour finir la fin du mois, savoir si leur mari va retrouver un emploi, savoir si leurs enfants vont réussir à l'école malgré les nouveaux rythmes, savoir quand ils sont retraités ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront fini de liquider toutes leurs économies pour payer les nouveaux impôts. C'est ça les vraies questions. Et parler de l'ambition et a fortiori présidentielle de tel ou tel dans 3 ans, 2017, je vous le rappelle, ça leur paraît comme quelque chose d'indécent. Indécent par rapport à eux. Et donc je pense une chose, c'est que tous ceux qui se déclarent candidats aujourd'hui se tirent une balle dans le pied. C'est tout. C'est tout. Et donc, vous ne ferez pas parler de ça. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'en parle pas lui-même. On peut parler de Nicolas Sarkozy, candidat pour la présidence de l'UMP, parce que ça, c'est quelque chose qui va se passer dans 1 mois et demi. Et c'est quelque chose qui intéresse finalement l'UMP. Pointe à la ligne. Et vous le soutenez justement pour la présidence de l'UMP ? Pour la présidence de l'UMP, je l'ai dit, parce que je considère, effectivement, tous les candidats qui sont des amis ont des qualités. C'est vrai que Nicolas Sarkozy est probablement celui qui, dans la situation actuelle de l'UMP, y compris la situation financière, a le plus d'énergie, a le plus de capacité de rassembler des moyens. Michèle Alliot-Marie, mais quand vous dites qu'il se tire une balle dans le pied, ça veut dire que Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Fillon, qui sont tous des candidats déclarés pour 2017. Et d'autres encore. Et d'autres encore, se tirent une balle dans le pied. Moi, je considère que, et j'écoute les Français, et je dis aujourd'hui, effectivement, toute personne qui se déclare candidate 3 ans avant et dans la situation actuelle des Français, candidate donc à la présidence de la République, se tire aujourd'hui une balle dans le pied. Ce que je crois, c'est que ce que doivent faire les politiques, même s'ils ont cette idée, c'est d'abord de proposer des solutions, de dire aux Français, je vous écoute. C'est la première des choses. Je ne vous parle pas de moi. Assez de narcissisme de la part des politiques. Je ne vous parle pas de moi, je vous parle de vous. Je vous écoute et j'essaie de vous dire ce que je peux vous apporter comme solution de bon sens, parce que souvent, on a des constructions très élaborées, mais qui manquent totalement de bon sens, comme solution également qui intègre les données actuelles du monde, parce que ce que je vois, c'est qu'on a souvent l'impression que les hommes politiques, les femmes politiques, c'est la même chose, d'ailleurs, c'est générique, mais voient les problèmes uniquement franco-français, alors que nous vivons en Europe. Vous croyez François Hollande quand il dit qu'il ne pense pas du tout, lui, à sa réélection en 2017 ? À partir du moment où il en parle, c'est qu'il y pense. Et alors vous, justement, vous disiez que ça suffit un peu le narcissisme avec les hommes politiques. Vous n'avez jamais eu un profil comme ça narcissique. On vous a toujours vu sur la scène à vous occuper de vos dossiers, de vos portefeuilles ministériels. Est-ce que vous pensez à la présidence de l'UMP ? Ce que je pense aujourd'hui, c'est à savoir comment est-ce que la France et donc les Français vont s'en sortir de la situation dans laquelle les socialistes ont mis la France. C'est la seule chose qui est importante aujourd'hui. C'est pas ça. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des réponses, d'essayer, en tant que gaulliste, et souvent j'ai l'impression d'être un peu la seule à porter cette idée et cette vision du monde. Je veux contribuer à ce qui sera le programme. Et puis ensuite, ça veut dire en 2016, nous verrons bien qui sera celui ou celle qui paraîtra le mieux à même de porter un projet. Vous n'avez pas encore fait votre choix, c'est ce que vous nous dites. C'est ça le problème. Ce que je veux dire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On reste en France, la France qui a renforcé son dispositif militaire en Irak.
l'Irak. Est-ce que vous, en tant qu'ancienne ministre de la Défense, est-ce que, selon vous, toutes les dispositions sont prises en France pour éviter un attentat sur notre sol? Écoutez, ça fait des années que la France est menacée par le terrorisme. Nous avons eu des attentats terroristes sur notre territoire et nous savons que nous sommes menacés et chaque année on expulse un certain nombre de personnes ou on arrête un certain nombre de personnes. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai également eu à faire ce genre de choses. Nous sommes menacés pourquoi? Parce que la France représente finalement tout ce que peuvent détester les terroristes. La liberté de penser, le respect de l'autre, le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Sur le terrain, on est derrière les Américains, avec les Anglais. Non mais ça c'est encore autre chose. Ce que je vous dis, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, la France est potentiellement menacée. Alors, en étant sur le terrain ou pas, ça ne change rien. Bien sûr, parce que chaque fois que vous faites une opération, mais c'était vrai également dans l'opération sur le Mali, si vous voulez, on dit la France va être menacée parce qu'elle revient un peu plus dans l'actualité. Mais ça ne change rien. Parce que si vous voulez lutter contre le terrorisme, il est évident qu'il faut lutter en permanence. Le terrorisme, ce n'est pas un phénomène ponctuel. Le terrorisme menace tous les pays. Et je le dis à mes collègues Vous faites partie de l'Union sacrée, si je puis dire. Vous êtes dans l'Union sacrée en soutenant M. Le Drian dans la politique de défense qu'il mène au Sahel, par exemple. Et puis M. Cazeneuve dans la politique qu'il mène contre les djihadistes à l'intérieur du pays. Alors, disons une chose très claire. Toutes les mesures qui peuvent être prises contre le terrorisme dans notre pays pour protéger nos concitoyens, je les approuve. En regrettant d'ailleurs parfois que les mêmes n'aient pas approuvé les mesures antiterroristes que je proposais ou qu'un certain nombre d'autres UMP, lorsqu'ils étaient ministres de l'Intérieur, ont proposé. Ça, c'est la première des choses. Mais encore une fois, nous avons besoin de protéger les Français. Je ne suis pas sûre, d'ailleurs, qu'on prenne tout à fait conscience de ce que ces mesures peuvent nous permettre de lutter contre des terroristes qui sont dans des réseaux terroristes. Et là, nous avons une assez bonne connaissance des choses, mais pas d'un terroriste isolé. Et moi, depuis des années... Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une limite. Vous pouvez faire le maximum, il y a toujours un risque terroriste. Une raison très simple, vous avez des individus isolés qui vont regarder un certain nombre de sites Internet dans lesquels on les appelle à entrer dans le djihad ou dans n'importe quel acte terroriste. Ce sont des esprits fragiles la plupart du temps. Et là, ils peuvent être totalement endoctrinés, isolément. Mais comme ils sont seuls, on ne les connaît pas. Et comme sur d'autres sites Internet, vous avez des sites dans lesquels on vous apprend à faire des bombes. Il faut le savoir. Et j'ai essayé de lutter contre ça. Et j'ai eu beaucoup de mal, y compris avec mes partenaires américains ou russes. Alors, question plus générale. Oui. À l'échelle des États-Unis, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous entendez un président Obama déclarer, comme il l'a fait récemment, quand il dit « j'ai sous-estimé la montée en puissance de l'État islamique, j'ai surestimé la capacité à réagir de l'armée irakienne ». Et en plus, il a comparé en janvier dernier l'État islamique à une ligue junior de high school. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant d'avoir un président américain, en principe gendarme du monde, qui dit des choses pareilles? D'abord, je pense qu'on a tort de dire sont finalement les Américains qui sont les gendarmes du monde et nous n'avons rien à faire. J'ai toujours lutté contre cette idée. Je suis désolée, chacun doit participer, et je le dis d'ailleurs aussi, à un certain nombre de pays européens qui sous-estiment le rôle qu'ils doivent jouer et qui ont des budgets de défense qui sont totalement insuffisants. Il n'y a que 4 pays européens, pays européens, Danemark, Grande-Bretagne, France... Michel Alliot-Marie, pensez-vous que les pays européens... Il n'y a que 4 sur 28 qui sont dans la coalition aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais combien ont la capacité de le faire? Quand vous avez des pays européens qui consacrent moins de 0,5% de leur PIB à leur défense et à la défense européenne, ça pose un problème. Et c'est la raison pour laquelle M. Le Drian, je l'attaque aussi, en disant, M. Hollande d'abord, est responsable d'un affaiblissement de nos forces avec une diminution sensible de notre budget. Vous parlez de la suppression des 24 000 postes de
de militaires. Diminution du budget. Vous avez les 24 000 postes, mais vous avez la diminution du budget. Et en plus, vous avez un budget insincère et une loi de programmation militaire insincère. Pourquoi insincère? Parce que dans les crédits que l'on a dit mettre à la disposition de la défense, il y a des crédits qui n'existent pas. Donc on n'est pas du tout au niveau par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais bien sûr que non. Et à la fin de la loi de programmation militaire, au lieu d'avoir une défense qui correspond grosso modo à 1,8, 1,9% du PIB, comme quand je l'ai laissé, ce qui nous permet non seulement d'avoir des hommes entraînés, efficaces, mais également de leur donner les matériels nécessaires, nous allons nous retrouver à 1,25 vraisemblablement, c'est-à-dire en grande régression et en n'ayant plus les moyens d'être ce que je disais moi, c'est-à-dire la première ou la deuxième armée. Est-ce que c'est ce manque de moyens qui explique que finalement les Américains font le plus grand nombre de sorties, de frappes contre l'État islamique en Irak et en Syrie, et que nous, finalement, on intervient, mais très peu. Nous intervenons symboliquement. Est-ce qu'on a raison d'y être ? On a raison d'y être, et je dis que tous les pays qui défendent la tolérance, qui défendent les libertés, doivent y être. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, j'ai dit que nous y allions à partir du moment où nous sommes réellement menacés, et nous sommes tous menacés, c'est quelque chose de normal, mais n'y allons surtout pas seuls. Il faut aussi des pays musulmans modérés, parce qu'en réalité, cette lutte, c'est une lutte d'intégristes, de terrorisme et d'intégristes par rapport à des gens qui sont des pratiquants modérés des religions, qui sont des gens tolérants. Ce n'est pas un problème du monde occidental contre le monde musulman, comme le voudraient les terroristes et Al-Qaïda. Il ne faut pas que ça devienne comme tel. Et n'oubliez pas une chose, c'est que depuis 2001, Al-Qaïda, AQMI et tous les autres, et maintenant que Daesh, prônent auprès de la rue arabe qu'il s'agit d'une attaque contre le monde musulman en général. D'où l'importance d'avoir effectivement dans la coalition et dans les frappes, puisque vous avez des avions d'un certain nombre de pays, notamment du Golfe, qui sont intervenus. Vous faites confiance au Qatar, vous faites confiance au Qatar. Écoutez, moi je connais un peu le Qatar, j'y suis allée à plusieurs reprises, j'en connais des tas de gens. Je pense effectivement qu'ils ont un jeu ambigu. Non, je pense qu'il il ne faut pas ignorer une chose, c'est valable pour le Qatar comme c'est valable pour l'Arabie Saoudite et bien d'autres pays. Vous avez des dirigeants qui sont les premiers menacés. Ne vous faites jamais d'illusions, sont les premiers menacés par les intégristes. Et d'ailleurs, regardez, récemment encore, le ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite qui a été la victime d'un attentat, et ils savent tous qu'ils sont menacés. Donc ce ne sont pas ceux-là qui vont encourager les terroristes. Mais ils ont joué avec le feu avant. Mais vous avez un système, notamment un système de financement qui remplace en quelque sorte notre système fiscal et qui veut que chaque personne qui a des moyens doit faire des dons à des organismes sociaux, et notamment à un certain nombre d'associations ou de fondations dites caritatives. Et dans celle-là, effectivement, on s'est aperçu, notamment après 2001, où on a fait des enquêtes sur les circuits de financement, on s'est aperçu que certaines d'entre elles, effectivement, finançaient à l'époque au Qatar et au Koweït. Au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, etc. Et donc, on a dit, ce sont des familles de ces pays qui ont financé, et en fait, c'est quelque chose de plus complexe que cela. Michel Alliot-Marie, lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous étiez rendu à Gaza, c'était en 2011, il y a 3 ans, une pluie d'œufs et de babouches, je me souviens, s'était abattue sur le pare-brise de votre voiture, vous aviez été très mal accueilli. Aujourd'hui, 3 ans après, il y a eu l'opération Bordure Protectrice cet été. Que pensez-vous de la situation en ce moment entre Israël et le Hamas? Alors, moi, effectivement, je suis allée en Israël à de nombreuses reprises, je suis allée en Palestine, et notamment, j'avais tenu à aller à Gaza. Et à Gaza, j'ai été très mal accueillie par des gens du Hamas. En revanche, j'ai discuté avec la population. J'allais inaugurer un service de l'hôpital. J'ai rencontré la population et j'ai été extrêmement bien accueillie par la population qui m'a même présenté des regrets par rapport à ça. Donc, dès que vous êtes arrivé, vous avez vu déjà la séparation de la population entre Hamas et la population. n'est pas otage du Hamas. Et c'est justement, si vous voulez, le sentiment que j'ai eu à l'époque, et je pense qu'il existe aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que la population, effectivement, est dirigée par le Hamas, mais elle souffre de la politique du Hamas, et ça se disait déjà à l'époque, et il y avait une montée de l'exaspération vis-à-vis du jusqu'au-boutisme qui était celui des dirigeants du Hamas. Et donc, ce que je pense, c'est effectivement qu'il faut veiller à ce que les opérations
qui sont faites maintiennent cette séparation et encouragent au contraire la population qui en a assez des actions du Hamas pour qu'elle... Mais à quoi joue Mahmoud Abbas? À quoi joue Mahmoud Abbas quand il parle de génocide de la part de Tsahal à Gaza? Franchement, est-ce que ce n'est pas exagéré, franchement? Alors, si vous voulez, moi, ce que je crois, ça nous est relativement facile, nous qui sommes ici dans un studio à Paris, de dire voilà ce qui se passe, on condamne ceci et cela. Il faut bien voir que Mahmoud Abbas est dans une situation extrêmement difficile, puisque lui-même, avec le Fatah, s'est opposé au Hamas, qu'il n'a pas totalement gagné. Et je pense, encore une fois, je l'ai vu en 2011, j'ai discuté avec lui pour la première et d'ailleurs unique fois. Mais je pense que son idée, c'est aussi d'attirer à lui une partie de la population, de la détacher du Hamas pour qu'elle le rejoigne. Donc c'est un double jeu qui fait sur la scène internationale? Je ne comprends pas le terme de double jeu. Si vous voulez, je crois qu'il y a les préoccupations internes et les préoccupations internationales. Et je pense que parfois, il faut bien se dire qu'il y a les deux. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus rester dans cette situation actuelle. Il faut absolument que l'on avance. Et nous devons tous nous sentir responsables. Il ne faut plus de statu quo. On a les bases de ce qu'il faut faire. Et on l'a dit et je l'ai dit. Mais aujourd'hui, il faut réellement avancer. Et je regrette que les États-Unis, je regrette que l'Europe, je regrette que la France ne soit pas plus actifs pour effectivement arriver à une solution. Merci Michel Alliot-Marie d'avoir été notre invité dans Tout est politique cette semaine. Merci Christian Mallard. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.